Je propose qu'on passe aux questions dans la salle. Je rappelle que cette conférence peut se voir et se revoir sur le site de l'AFD. Je crois qu'il y a aussi des gens qui sont dans une autre salle, donc s'ils souhaitent venir poser des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez bien suivi le conseil de prendre des notes tout au cours de cette conférence débat. Est-ce que quelqu'un a envie de revenir déjà sur ce qui a été dit, de même contester ce qui a été dit? Après tout, pourquoi pas, on est là pour ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent dans la salle. Madame, au fond, puisque vous êtes plus près. Voilà, quelqu'un au fond, là. Et ensuite, on prendra les questions devant. Ouais. Bonsoir. Si vous pouvez vous présenter pour nous expliquer un peu d'où vous venez, qui vous êtes, rapidement bien sûr, hein, mais qu'on sache à qui nous avons affaire. Merci. Donc je suis Sandrine Grabokole de la République centrafricaine. Moi, je ne veux pas contester les interventions des panélistes, mais j'ai quelques questions. Alors déjà sur le titre du débat qui est « Quelles réponses peuvent apporter les partenaires internationaux à la crise ?» Vous avez beaucoup parlé d'humanitaire. C'est très bien, mais je pense qu'il y a d'autres secteurs qui sont en crise en Centrafrique, notamment l'un des OMD qui est l'éducation. J'ai suivi également l'interview de la ministre lorsque vous lui avez demandé, la question lui a été posée concernant ses attentes. Alors, j'ai peut-être pas tout entendu de ses réponses, mais à mon humble avis, elle n'a pas répondu à cette question qui est quelles sont ses attentes vis-à-vis de l'AFD. Et donc moi, ma question, c'est également quelles sont les attentes du gouvernement en matière d'éducation qui ont été soulevées à l'AFD qui, je pense, peut répondre à certains... Enfin, en matière d'éducation, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sensiblement. En tout cas, la ministre, si j'ai bonne mémoire, a bien cité au moins 2 fois le mot éducation. Il en a aussi été question, certes vaguement autour de la table, mais très certainement Philippe Chedan de l'AFD. Alors, est-ce que ça pourrait être un peu plus détaillé? A une réponse peut-être plus détaillée à nous fournir? Oui, effectivement, on peut rentrer un petit peu dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que comme je vous l'ai dit, en fait, avant la crise, nous étions présents. Et d'ailleurs, avec des projets dont la mise en œuvre posait déjà certaines difficultés, eu égard à la fragilité de ce pays et de ses gouvernements. Ceci étant, on a justement un projet donc, dans l'éducation, ce qui caractérise, je dirais, nos efforts de flexibilité et de souplesse, c'était justement de pouvoir revisiter ces projets, puisqu'ils avaient été conçus à une période où, justement, c'était avant crise. Et l'idée était, au lieu de les annuler, ce qui nous aurait finalement, pas permis finalement d'intervenir rapidement, nous avons essayé de les reformater de façon à pouvoir, dans leurs composantes révisées, répondre en fait aux nouveaux besoins. Et ça a été notamment sur un secteur de l'éducation qui est la formation professionnelle, où l'idée étant vous avez entendu un certain nombre de remarques sur nos interventions en travaux à haute intensité de main-d'œuvre. L'idée, c'était de dire, finalement, vis-à-vis de ces projets et ces volets du projet éducation assez ambitieux en matière de formation professionnelle, c'était de revoir finalement ces formations de façon à pouvoir les faire dans un registre très court, très simple, et donner des capacités de base, en fait, à souvent des jeunes désœuvrés, dont le risque était qu'ils, finalement, cèdent à une certaine tentation d'activités illicites, soit militaires ou autres. Et donc, une partie, un petit peu de ce travail sur l'éducation a été de maintenir un appui donc institutionnel dans les domaines, je dirais, de la formation de base, mais également retravailler sur ces volets de formation professionnelle de façon qu'elles s'insèrent de façon harmonieuse dans des projets plus d'infrastructures simples, à haute intensité de main-d'œuvre, capables finalement d'un côté de fournir de la main-d'œuvre à des entreprises qui avaient du mal finalement à avoir des salariés, et notamment des salariés qualifiés, mais je parle bien d'activités de base, et en même temps permettre à une partie de cette jeunesse d'avoir des activités, je dirais, licites et salariées.
Donc nous sommes présents sur l'éducation, nous sommes un petit acteur de l'éducation. Il faut bien, là encore, avoir une division du travail, je dirais, relativement efficace. Et c'est bien évidemment des structures comme les Nations Unies, l'UNICEF, qui interviennent dans le domaine de l'éducation. L'idée étant de se coordonner et d'être assez cohérents entre nous. Messieurs, au premier rang, deux questions, au tout premier rang. Je vous passerai ensuite le micro à votre collègue d'à côté, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Je suis François Pastema, je suis de Centrafrique. Je voudrais juste donc apporter d'abord une petite précision par rapport à l'historique qui a été faite, parce que la question de l'État en Centrafrique, on a parlé dans des rapports, notre ami Thierry dans International Crisis Group, d'un État fantôme, ensuite État failli, ensuite on parle d'État virtuel. Tout simplement, c'est que c'est un pays dans lequel l'État, au sens propre du terme, n'a jamais existé. Les structures administratives issues de la colonisation des années 60, dont on aurait pu se servir pour bâtir un État dans ce pays, ont été systématiquement démantelées jusqu'à la fin des années 80. À la fin de la décennie 80, il n'y avait plus de structures administratives sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Donc, aucun service public. C'est vrai que dans les propos qui ont été tenus ici, on a mis l'accent surtout sur l'humanitaire, on a fait allusion à l'associatif, aux entreprises privées. Mais oui, pour notre part, en tant que Centrafricains, parce que le thème qui est posé ici, quelles réponses peuvent apporter les partenaires internationaux à la crise? Eh bien, les Centrafricains disent ceci. Premièrement, il faut d'abord qu'ils soient sécurisés. Parce que si le peuple centrafricain est sécurisé, il peut vaquer à cette occupation. Il peut aller au champ, aller cultiver, pêcher, chasser, faire du commerce. La résolution 2149 du 10 octobre de l'année en cours, qui envoie les forces des Nations Unies dans le pays, de notre point de vue, n'est pas appliquée. Donc vous, en tant qu'humanitaire, les organismes de l'aide au développement, intervention d'urgence, vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions, tant que le point numéro 1, à savoir la sécurité, n'est pas établi. Nous demandons à ce qu'on puisse, dans ce cadre-là, reconstituer les forces armées centrafricaines. Parce que imaginez-vous un pays dans lequel il n'y a pas d'armée, pas de gendarmerie, pas de police, pas de douane, aucun service public de sécurité et de défense. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, que tout ce qui a été dit ici, les moyens financiers que vous mobilisez puissent avoir un impact sur la population, tant que le préalable sécuritaire n'est pas établi? Ça, c'est le préalable. Alors, ceci étant, nous avons proposé ceci, proposition. Parce que dans les accords, il est prévu de mettre en place 3 bases, Bois, Kagabandoro et Bria. Mais dès le départ, nous avions dit qu'il fallait ériger les 16 préfectures, que vous connaissez très bien, en garnison militaire, autour desquelles les actions humanitaires pourraient se développer. Ça permettait ainsi aux établissements scolaires sécurisés de fonctionner. Les centres de soins dans lesquels, par exemple, Première Urgence et autres interviennent pourraient fonctionner. Et en même temps, dans ces garnisons militaires, les forces internationales pourraient ainsi recruter des jeunes centrafricains, les former au métier de la sécurité, c'est-à-dire de l'armée. Voilà. Donc on a énormément de choses à se dire là-dessus, mais nous pensons que de tout ce qui a été dit, l'aspect prioritaire, c'est celui-ci, et on pourrait éventuellement y revenir. Merci, monsieur, pour votre question-proposition, 2 en 1. Je pense que c'est peut-être vous, Thierry Vercoulon, qui êtes le plus à même d'y répondre. En tout cas, on a évoqué, en effet, l'aspect de la sécurité, qui d'ailleurs, et là, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que Jean-Yves Le Drian a annoncé il y a quelques jours qu'il allait diviser par 2, voire par 3 le nombre de militaires français présents, et que pour l'instant, les forces de l'ONU ont du mal à se mettre en place. C'est dans ce contexte donc que vous posez aussi cette question, monsieur. Oui, enfin, je peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le préalable fondamental pour le travail aussi bien humanitaire que le travail de développement qu'on veut faire en RCA, c'est le retour de la sécurité. Nous, on est particulièrement préoccupés par les menaces par le racket et les menaces éventuellement de kidnapping qui pèsent sur le personnel humanitaire qui opère en RCA. Et pour joindre un peu les 2 questions, question sur l'éducation et ce qui était dit sur l'effondrement de l'État, je pense que je discutais avec un
un ethnologue qui connaît très bien une région dans l'ouest du pays depuis les années 70, qui suit une zone rurale dans l'ouest, etc. Et qui me disait que la dernière fois que cette zone a vu un instituteur, c'était à la fin des années 70. Tout ça pour dire que la destruction de la RCA, ça a en effet commencé par la destruction du système éducatif. Et c'est comme ça que ça commence dans tous les autres pays africains. C'est pour ça que je continue à dire que c'est un cas d'étude assez classique en Afrique. C'est d'abord par la déréliction du système éducatif qu'on détruit un pays. Et c'est comme ça que ça s'est passé en RCA aussi, comme le reste. Après, en effet, la sécurité reste un problème. Il ne faut pas se leurrer. On ne va pas sécuriser la RCA avec 12 000 hommes, ce qui est censé être l'effectif des Nations Unies, qui peine déjà énormément à rassembler cet effectif. Et par conséquent, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que Bangui soit une ville non criminogène et qu'on puisse emprunter les principales routes de RCA, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, les principales routes de RCA sans être racketté et sans être menacé par les anti-balaka qui sont sur la route. Ça va en effet dépendre, avec le retrait de l'armée française, reposer beaucoup sur les Nations Unies. La France ne maintenant, d'après ce que j'ai compris, qu'une capacité d'intervention de sauvetage au cas où les Séléka décident de reprendre la route de Bangui. Donc là aussi, ça revient à la question quelle est la durée, quel est le long terme, qu'est-ce qu'on appelle le long terme, etc. Parce qu'on sent que l'amélioration de la situation sécuritaire va être également peut-être une œuvre de long terme. Peut-être une œuvre de long terme. Monsieur ? Oui, bonsoir. Je suis Jean Lamy, je suis coordinateur coopération développement pour la République centrafricaine au sein du ministère français des Affaires étrangères et du développement international. J'ai travaillé avec toutes les personnes qui sont à la table, notamment sur la création du fonds Bécou. J'aurais juste une question et une observation à faire par rapport à ce qui a été dit notamment par vous, Madame Martin-Blondel. Vous avez dit qu'il y a quand même, en dépit de tout ce qui vient d'être expliqué, des signes positifs ou des choses qui vont mieux. Je voudrais simplement poser une question au panel. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous paraît aller mieux, notamment en termes de restauration des capacités de l'administration centrafricaine sous l'autorité du gouvernement de transition, et en particulier dans le domaine des finances publiques, parce que nous sommes quand même dans l'intitulé de la table ronde, quelle réponse peuvent apporter les partenaires internationaux à la crise. Il y a le FMI qui a effectué une mission récemment, il y a la Banque mondiale, il y a l'Union européenne, il y a des aides budgétaires dont on sait qu'elles sont accordées aussi en répondant à un certain nombre de critères. Donc il y a malgré tout des recettes des fonctionnaires qui sont payés, je crois, à nouveau, alors qu'ils ne l'étaient plus à la fin de l'année dernière. Quelques services publics qui recommencent à fonctionner. Enfin, moi, c'est ce que je perçois. Je suis allé aussi en République centrafricaine. Il y a des recettes domestiques qui se rétablissent, des douanes et des impôts, presque à hauteur de ce qui est nécessaire pour payer les fonctionnaires. Il y a... alors, pour ce qui est de mon observation, c'est plutôt sur la question que vous avez posée sur les limites ou plutôt les conditions de l'efficacité de l'aide internationale. Donc effectivement, là, je pense qu'il y a une question qui se pose en particulier en Centrafrique, c'est où est-ce qu'on met le curseur dans le dialogue avec les autorités de transition, précisément parce que ce sont des autorités de transition et parce qu'il y a, il y a des capacités qui sont faibles, des capacités d'absorption de l'aide. Et donc, pour ce qui concerne la coopération technique française, il y a effectivement l'idée de renforcer ces capacités par de l'assistance technique auprès des ministères clés. Alors, si je peux me permettre de résumer vos deux questions, puisque, d'après ce que j'ai compris, il y en a deux. Un, est-ce que ça va mieux? Et deux, où est-ce qu'on met le curseur avec les autorités de transition? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Fanny Martin-Blondel. Je vais juste commencer, après je laisserai la parole aux autres, par nuancer mon enthousiasme initial en disant qu'il y a des facteurs positifs. Effectivement, il y a des facteurs positifs à Bangui aujourd'hui, puisqu'on a constaté que des déplacés internes ont pu rentrer dans leur quartier d'origine.
c'est un des facteurs positifs qui nous fait croire qu'effectivement, il y a quelques quartiers qui ont pu être sécurisés. Malheureusement, j'ai déjà donné les chiffres tout à l'heure, on maintient une situation d'urgence à Bangui aujourd'hui, ainsi qu'en province. Donc, navré de renuancer tout ça. Philippe Chedan de l'AFD. Oui, en tout cas, les signes positifs, moi je les verrais au niveau justement des populations de base, c'est-à-dire que on voit bien, et ça a été corroboré par justement des acteurs qui sont sur le terrain, c'est que globalement, la population en a ras-le-bol, quoi. Donc, et a envie un petit peu de tourner la page et de revenir. Et ça, je veux dire, ça n'a pas de prix quand même. Alors, certes, et Fanny l'a bien rappelé, on est face à des flambées de violence dues à des exactions ou à des épiphénomènes. Mais ce que j'ai trouvé, moi, entre ma venue en février dernier et puis celle en septembre, c'est que globalement, on a un embryon d'activité sociale, économique, qui reprend, basé justement sur des gens qui reviennent. Donc, à partir du moment où on revoit des petits commerces, ça veut dire que les musulmans reviennent aussi. Hein. Donc, certes, tout ça est extrêmement précaire, mais ces signes positifs, je veux dire, il faut s'accrocher à ça, c'est de dire la population elle-même a envie effectivement d'aller de l'avant. Certes, elle est confrontée à des situations d'insécurité encore chroniques, mais je trouve que l'activité qu'on peut voir aujourd'hui, là aussi avec cette limite à Bangui, est un signe intéressant sur lequel on essaye de s'accrocher. Et c'est là où moi je dirais que je serais nuancé par rapport à vos propos, c'est-à-dire que si nous attendons le retour à la normale en matière de sécurité, je pense qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une logique itérative parfaite en RCA. On va être confronté à des situations d'insécurité chronique, de volatilité effectivement de cette situation. Et nous sommes, la communauté internationale, entre guillemets, condamnée à devoir intervenir dans des situations dégradées parce qu'il me semble que les actions que nous pouvons accompagner, la dynamique vertueuse que nous pouvons tenter d'accompagner, elle est aussi la meilleure façon d'établir une sécurité dans la durée. Donc je ne pense pas que nous puissions envisager un grand soir de la sécurité à Bangui qui nous permette de dire, bon ben voilà, on peut y aller maintenant. Je pense qu'on est forcément condamné à devoir gérer de façon frontale ces interventions effectivement d'urgence simples avec la recherche de sécurité par effectivement des forces de sécurité. Je pense que sur cette question, c'est important d'avoir les avis de nos deux autres panélistes, Irshad Razali puis Thierry Vircoulon. Oui, sans verser dans l'anecdote, effectivement, au fur et à mesure de nos missions, on voit la vie à Bangui reprendre. Bon, il y a des gens dans la rue, il y a des petits commerces qui réapparaissent. D'ailleurs, certaines des opérations que l'AFD met en œuvre dans le domaine de la réhabilitation urbaine avec de la haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire employer autant de monde que possible sur ces chantiers, contribuent à l'injection un petit peu de cet argent dans l'économie et à la reprise de cette activité. Donc, effectivement, il est très difficile de fixer un seuil à partir duquel les conditions, d'ailleurs, il n'y a pas de déconditions en général, du lancement d'activités de développement sont réunies. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je voulais juste rappeler aussi qu'avec les forces françaises et les Nations Unies, il y a une force européenne qui est active sur le terrain. Bon, voilà, permet de le rappeler. L'autre élément, c'est effectivement les opérations que nous menons, et je tiens aussi à préciser un point, parce que j'ai l'impression qu'on a mal compris le propos, le fonds Bécou n'est pas un fonds humanitaire. Je dis qu'il l'emprunte au registre de l'humanitaire dans ce sens qu'il a l'ambition de déployer des choses rapidement, mais c'est un fonds de développement. Hein. Donc les opérations que nous allons financer, ce sont des opérations de développement. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, on va faire de la production agricole, on va relancer des marchés, on va relancer des bassins piscicoles, etc. etc. C'est ce genre d'opération que nous allons faire. Voilà, rapidement. Thierry Vircoulon. Oui, très rapidement, pour répondre à monsieur Lamy, il va falloir, c'est une très bonne chose qu'il y ait en effet des recettes douanières qui rentrent maintenant, il va falloir être très vigilant sur ce qu'elles vont devenir. C'est-à-dire, il y a eu des rentrées, mais il faut aussi regarder les sorties. Sur l'aide internationale, je pense qu'il ne faut pas se méprendre dans le débat qu'on a actuellement. L'aide n'est qu'un des outils d'une réponse d'ensemble, donc une réponse qui implique la sécurité, enfin des forces de sécurité,
sécurité, qui implique également une action politique qui doit se faire en RCA. Donc il ne faut pas croire que, parce que là on a l'air de parler comme si l'aide internationale allait résoudre la crise centrafricaine. C'est pas ça, c'est un outil d'un ensemble qu'il faut savoir articuler. Et le problème, c'est précisément cette articulation, je pense. Et puis, juste pour répondre aussi très brièvement sur la question du curseur, je pense que le curseur va être mis par les autorités centrafricaines elles-mêmes en fonction de leur probité. Ça va être ça l'élément fondamental du curseur, de l'engagement international avec ces autorités, c'est leur degré de probité, puisqu'il y a quand même une longue tradition historique de corruption en RCA. Juste une dernière chose, on parle de retour à la normale. Je pense qu'il n'y a jamais eu de situation normale depuis la fin des années 90 en termes de sécurité en RCA. La seule différence qui s'est passée en 2013, c'est que l'insécurité qui dominait une bonne partie du pays s'est retrouvée sur le boulevard central de Bangui, ce qui n'était pas le cas avant. Et il ne faut pas être dans cette myopie, parce qu'il y a une tendance à réduire la Centrafrique à Bangui. Et donc à réduire le pays à la ville. Comme on disait avant la crise, l'État s'arrête à PK10. Les Centrafricains qui sont ici me comprennent. Et donc il ne faut pas rester dans cette logique. Bon, on le disait, il y a des interventions qui vont se faire en province, etc. etc. Mais Bangui ne doit pas être notre thermomètre de la Centrafrique. Tout le pays ne se résout pas à cette ville. PK10 pour les non-centrafricains, qu'est-ce que c'est, Thierry Virgoulon ? On compte ça en termes de kilomètres à partir du centre-ville de Bangui, donc c'est 10 kilomètres à partir du centre-ville. Merci. Fanny Martin-Blondel, vous vouliez réagir, ensuite on prendra d'autres questions. Juste me permettre de réinsister, effectivement, on ne peut pas attendre que tous les curseurs soient ouverts pour commencer à penser à des solutions durables. Il nous faut des instruments qui puissent être flexibles de manière à pouvoir penser solutions durables, mais avec toujours dans le viseur capacité de réponse d'urgence. Mais en attendant que tout ça soit au concret, les curseurs ouverts, les outils disponibles, il faut qu'il y ait encore une mobilisation des financements d'urgence sur ce pays, parce qu'on continue à avoir une situation humanitaire d'urgence. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce qu'on a souvent tendance à voir, dès qu'il y a certaines améliorations dans un pays, à avoir un désengagement de l'ensemble des bailleurs de fonds, qu'on peut comprendre, évidemment, puisqu'il y a d'autres crises ailleurs. Malgré tout, on est très très loin d'atteindre aujourd'hui en Centrafrique les indicateurs Aminia pour dire on peut se retirer. Merci. Monsieur au premier rang, peut-être ? Merci beaucoup. Je m'appelle Thomas Bagaim. Je lutte dans une OSIM dans le Rhône-Alpes. Et nous travaillons, malgré que la crise existe en Centrafrique, nous continuons à travailler au nord de Centrafrique, dans la région de Luam-Pende et Boda et Dekwa. Et nous faisons vraiment de l'agriculture. Et ce que nous étonne, et je le dis ici, tout à l'heure on a parlé de l'humanitaire, et on oublie complètement les OSIM d'origine centrafricaine qui sont en France, ici, et qu'on n'arrive pas à mobiliser. On ne nous invite pas à des réunions, on ne nous finance pas. Nous avons essayé d'introduire un projet pour l'autonomie des jeunes filles à Bangui. Le projet était retenu, mais on nous a dit qu'on ne peut pas le réaliser à cause de l'insécurité. Et au même moment, on finance les ONG qui sont sur place. Pour eux, il n'y a pas d'insécurité pour eux. En Centrafrique, on continue à les financer. Bon, ça nous pose beaucoup de problèmes. Et je pose une ou deux questions. Quelle place faites-vous, c'est-à-dire le gouvernement et l'AFD, aux OSIM d'origine centrafricaine en France dans le processus de reconstruction? Que pensez-vous des ONG d'origine centrafricaine en France? Est-ce qu'elles peuvent-elles apporter, elles aussi, des solutions à la crise centrafricaine, humanitaire et développement, alors que les ONG, les OSIM centrafricains, d'origine centrafricaine, ils ont la double culture, la culture de la France avec leurs compétences, et la culture centrafricaine où ils connaissent la population, ils connaissent le village, ils connaissent la ville, ils connaissent la vie, et on nous oublie complètement, on nous tient pas, on pense qu'on n'existe pas. Alors que je crois que une des solutions à la sortie des crises repose d'abord sur les Centrafricains. Je vous remercie.
Merci pour votre question qui concerne finalement le financement des ONG. Je ne sais pas si Irshad Razali, vous pouvez répondre à cette question. Écoutez, monsieur, j'ai pas la réponse tout de suite, mais on a vocation à travailler avec tout le monde. Alors, un point, dans les projets que nous développons en Centrafrique, je pense par exemple aux projets dans le domaine du genre, pour l'émancipation des femmes. Nous souhaitons, et c'est ce que nous allons faire, travailler avec des ONG centrafricaines déjà sur place. C'est déjà un élément, me semble, assez positif et suffisamment rare par rapport aux pratiques d'autres acteurs internationaux pour être mentionné. Pour répondre à votre préoccupation particulière, il n'y a pas de raison pour que nous écartions des ONG centrafricaines qui sont installées en France. Donc on peut continuer tout à l'heure, mais je vous invite à nous contacter à travers le site du fonds et on vous répondra sur la marche à suivre et ce qui est envisageable. Voilà, une réponse claire en tout cas. Peut-être des questions au fond de la salle, par là Merci, je suis Victor Bissengue de la République centrafricaine. Alors, j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit. Sur le plan humanitaire, beaucoup de choses ont été expliquées, mais je pense que si aujourd'hui les humanitaires ne peuvent pas atteindre l'objectif, c'est tout simplement parce que je crois l'un d'entre eux l'a dit tout à l'heure, j'ai noté, que la République centrafricaine, c'est quelque chose de particulier. Il n'existe pas de modèle pour la République centrafricaine. Grosso modo, ce que j'ai retenu, et cette remarque, elle est très importante. Donc, on ne peut pas appliquer n'importe quel schéma pour la résolution de ce qui se passe en République centrafricaine. Et de mon point de vue, je pense que tout doit se faire en même temps, à savoir sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire. Et bien sûr, le problème de l'éducation, on ne peut pas parler de l'éducation aujourd'hui, mais c'est un élément important qu'il faut noter, mais son application aujourd'hui n'est pas possible. Pourquoi? C'est parce que les enseignants ne peuvent pas aller au cours. Les élèves, ça fait bien longtemps. Les 2 années précédentes, depuis, sont considérées comme nulles. C'est-à-dire ce qu'on dit en Centrafrique, ce sont des années blanches. C'est-à-dire ces années sont perdues. Alors à partir de ce moment-là, il faudrait innover. Innover, il faut partir du fait que des Centrafricains, je crois que quelqu'un l'a dit tout de suite, ils sont négligés dans cette affaire. On parle de beaucoup d'ONG qui vont sur le terrain. Et tout se passe à Bangui. Je répète, c'est toujours à Bangui. Et quand bien même on peut aller à Boussangwa, il faut que ces ONG soient accompagnées par des militaires. Et c'est comme ça que ça se passe. Les ONG ne vont jamais seules. Et c'est de cette manière que, assez souvent, les ONG vont sur le terrain. Et d'autre part, Bangui, c'est aujourd'hui la capitale, mais en réalité, la direction de l'État se résume à 12 km, sinon jusqu'à 15 km. Voilà la réalité de Centrafrique. Ça se limite à 15 km tout autour de Bangui. Et il faudrait donc faire très attention lorsqu'on parle de la République centrafricaine aujourd'hui. Alors, si vous prenez le problème à la fois sur le plan sécuritaire et avec les gens qui connaissent bien le terrain, et je vais vous dire aussi que ceux qui renseignent sur ce pays ne connaissent pas du tout le terrain. Ils restent à Bangui, ils font des rapports, ils ramènent et ils disent que voilà ce qui se passe en Centrafrique. Et en plus de ça, la République centrafricaine, c'est à peu près 4 millions aujourd'hui. Et avec tout ce qui se passe, si réellement il y a eu un déploiement normal, je crois qu'on ne parlerait plus du tout d'insécurité en République centrafricaine. Alors, pour finir, je vais vous dire ceci également. À l'heure où nous parlons, la présidence est composée, comme pour la plupart des conseillers, ce sont des éléments ex-Séléka. Vous le savez, il y en a qui sont ministres d'État. Comment voulez-vous qu'ils prennent des mesures qui vont à l'encontre des exactions qu'il y a eu? En ce qui concerne le CNT, c'est-à-dire ce qui fait office d'Assemblée nationale,
le quart, ce sont des éléments, c'est les cas qui sont toujours là. Parce que c'est de cette manière que le président de Diotedia a été élu. Il fallait être d'abord membre de CNT. Alors, vous voyez bien, et ici, nous ne parlons pas du gouvernement. Alors, c'est ça l'imbroglio de la République centrafricaine. Alors, si calmement, la population le veut bien, le dit, ils veulent la paix, mais il faudrait également, sur le plan humanitaire, sur le plan sécuritaire, que cela soit combiné et réglé en même temps. Et vous le savez, de quelle façon les choses se passent sur le terrain. Merci, alors, monsieur, voilà ce pour que je cette voulais dire. longue question, commentaire. On va peut-être essayer d'apporter une réponse. Enfin, j'entends plusieurs questions dans votre propos, mais à la fois la nécessité de faire la jonction entre plusieurs mondes, l'humanitaire, la sécurité, avec notamment les militaires et le développement. Et puis l'autre question qu'on avait commencé d'ailleurs à aborder avec Thierry Vircoulon sur comment s'appuyer finalement sur une autorité de transition qui n'est pas reconnue par l'ensemble de la communauté centrafricaine. Mais peut-être pour la première question sur la jonction entre les trois mondes, donc humanitaire, sécurité et développement, Philippe Chedan. Je suis pas il faut bien sûr quelqu'un que... qui réponde. Voilà, tout à fait. Donc, mauvaise pioche pour moi. Voilà, c'est bien le défi que vous avez résumé longuement, sur lequel on essaye de faire face. Hein. C'est-à-dire que là aussi, j'insiste, hein, par rapport à l'Agence française de développement, la solution de simplicité, c'était on rentre à Paris, on ferme le bureau et on réapparaît quelques années après. Aujourd'hui, je dirais, pour différentes raisons, nous ne pouvons pas, faire ça et nous n'avons pas l'intention de le faire. Donc forcément, on est face à des défis tels que vous les relevez, sur lesquels nous n'avons aucune marge de manœuvre. Je dirais tout le domaine du politique et autres, je veux dire, c'est pas notre mandat. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que face à une situation telle que vous la décrivez, ce que j'ai tenté de vous expliquer, c'est que l'agence essaye de faire autrement, de faire différemment. Et comme elle ne, de toute façon, elle n'a aucune efficacité si elle agissait seule, bah, l'idée, c'est de le faire avec d'autres intervenants, et notamment la Commission européenne. C'est d'avoir un dialogue de proximité avec des acteurs de fait humanitaires, des ONG, voire même des forces militaires, pour mieux comprendre la situation et essayer, et bien évidemment, Thierry a raison d'assister, c'est finalement, mais tout ça pourquoi? C'est-à-dire, quelle finalité nous pouvons avoir dans une activité où nous savons que nous avons, un rayon d'action limité, nous faisons face à des situations extrêmement complexes. Ben voilà, je veux dire, encore plus qu'ailleurs, la question, je dirais, du rôle, de l'effet et de l'efficacité de l'aide internationale est posée en Centrafrique. Bah, au lieu de se la poser à Paris, bah, nous restons avec des équipes réduites sur place, en tentant de fait, comme vous l'avez souligné, et on l'a dit à plusieurs reprises, de tenter d'aller au-delà de cette capitale Bangui. Voilà, je veux dire, on fait face à ces défis, c'est permanent, mais je dirais que par rapport à d'autres acteurs, nous sommes présents. Hein, n'oublions pas qu'aujourd'hui, je dirais, la Banque africaine de développement n'est pas sur place. La Banque mondiale est sur des effectifs réduits. Je dirais, voilà, je veux dire, on est face à des situations extrêmement compliquées pour un certain nombre d'agences d'aide qui, de fait, ont une exigence en matière de sécurité extrêmement forte. Il faut quand même bien réaliser que c'est la première réunion du FMI la dernière fois qui s'est tenue à Bangui. Toutes les réunions se faisaient à Yaoundé pour des raisons de sécurité qu'on peut tout à fait comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, nous sommes un certain nombre réduit d'acteurs de l'aide présents sur place, avec des moyens limités, faisant face à des défis, et en tout cas pour nous, extrêmement nouveaux et contraignants. Et on essaye d'agir effectivement différemment en mettant une petite pierre à l'édifice de cette reprise de ce pays. Et quand on dit dans le cas de la Centrafrique, c'est un petit peu de trop. C'est-à-dire que c'est bien inventer un État et se dire qu'il n'y a pas d'autre solution de toute façon que de l'accompagner sur cette voie longue. Merci Philippe Chedan pour cette réponse. Et Thierry Vircoulon, donc, sur l'autorité de transition et sa reconnaissance. Oui, c'est vrai que les institutions de transition sont, comme le disait monsieur, l'héritage de l'année passée, donc de la CLK en partie. Bon, il y a eu différents ajustements au cours de cette année dans la composition du gouvernement pour justement
avoir un gouvernement plus inclusif et en tout cas qui reflétait plus le changement du rapport de force sur le terrain à Bangui. Bon, il y a un certain nombre de critiques à ce sujet-là. Ça fait partie des problèmes de légitimité du gouvernement de transition, mais je pense que son principal problème sur la légitimité, c'est de faire. C'est pas simplement qui il représente, qui est là, etc. Mais c'est aussi de faire avec je crois que les Centrafricains sur place attendaient 2 ou 3 grands gestes de ce gouvernement. Premier, c'était l'amélioration de la sécurité dans Bangui. Bon, là, on a dit, c'est pas encore gagné. Le deuxième, c'était le paiement des salaires, parce que l'année dernière a été une année sans salaire pour les fonctionnaires centrafricains. Donc là, il y a eu un premier progrès. Voilà, une réponse pour l'ambassadeur Lamy. Et puis, l'autre élément, c'est la réinstallation des symboles de l'État. Je ne vais pas parler de restauration de l'autorité de l'État, parce que c'est un terme extrêmement mauvais dans le contexte centrafricain. Mais la remise en place d'une administration dans les villes préfectures, etc. Bon, il y a eu une task force qui est partie dans certaines villes-préfectures, mais ce que j'ai noté, c'est que le 1er décembre, qui est le jour de la fête nationale centrafricaine, les tentatives de réinstaurer justement cette présence symbolique de l'État dans un certain nombre de villes tenues par la Séléka se sont mal passées, y compris avec des morts. Et donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Un éclairage de Fanny Martin-Blondel de Première Urgence, et puis ensuite on prendra des questions dans la salle. Nous l'avions déjà évoqué tout à l'heure. Effectivement, la Centrafrique n'est pas Bangui. Aujourd'hui, il reste plus difficile pour les intervenants humanitaires d'être présents en province. Malgré tout, il faut quand même mentionner qu'il y a plusieurs intervenants humanitaires qui continuent à travailler malgré l'ensemble des enjeux sécuritaires, qui continuent à être présents en province. Une autre chose que vous avez évoquée, c'est cette distinction pour nous qui est très très importante entre militaire et humanitaire. Il y a une coordination qui existe, puisque effectivement nous attendons des forces internationales qu'elles contribuent à la sécurisation des axes qui vont être empruntés. Malgré tout, au-delà de cette coordination, il y a une distinction qui est claire, qui est nette, qui fait partie de nos principes et qui est respectée par tous et qui est importante de garder en tête. Donc, je voulais juste repréciser ça. Merci. D'autres questions? Peut-être le deuxième rang, il y a manifestement beaucoup de gens qui souhaitent poser des questions. Monsieur au milieu, peut-être? Et puis ensuite, dans le fond. Oui, je m'appelle Yves Boulevert, là. J'ai travaillé sur la RCA depuis 50 ans, 1964, pour l'Orstov. J'ai sillonné ce pays de fond en comble, en 4x4 ou à pied avec porteur, pour établir des cartes du milieu naturel. Végétation, sol, géomorphologie, on a fait de l'hydrologie, la climato, etc. Donc je connais bien le milieu naturel du pays. On sillonnait, on circulait partout, on campait n'importe où, jusqu'en 90 quand j'ai quitté le pays. Et après, on n'a pas parlé des Arguinas. Mais en quelques années, les coupeurs de route, en faisant des attaques ciblées sur les routes, ont détruit complètement l'économie agricole du pays. Le coton est tombé à pratiquement zéro. Je rappelle qu'on faisait du tabac à Zemio. Tout ça, ça a complètement disparu. Dans les émeutes urbaines des années 2000, on a détruit les quelques usines qui fonctionnaient. Textile, tabac, etc. Tout ça, ça a disparu complètement. On n'en parle pas. Alors, bon, moi, je voudrais dire qu'il y a eu un article dans... Alors, on ne peut pas... C'est très bien l'aide humanitaire, mais c'est ponctuel et il faut d'abord rétablir les communications et la sécurité. Pour moi, c'est essentiel. Deuxième chose, il y a 8 jours à peu près est parue une carte dans Le Monde montrant la RCA coupée en deux. Alors, la RCA coupée en deux, on l'avait très bien vu dans l'Atlas Jeune Afrique dans les années 2000. Je signale que pour la moitié nord-est du pays, sur 250 000 km², il n'y a pas 250 000 habitants. Ça ne fait pas un habitant au kilomètre carré. Pourquoi? Il faut rappeler qu'au siècle dernier, il y a eu les razzias esclavagistes de Rabat, de Sédoussi. Je n'insiste pas, j'ai fait un livre là-dessus. Mais il y a des ethnies qui ont pratiquement disparu. Combien reste-t-il de crèches, de Youlou, de Loutos? Enfin, je pourrais en citer.
Bon, alors ça, il faut bien le savoir. Et une carte comme ça est très parlante. Ce n'est pas un pays coupé en deux. Le nord-est n'existe pas. Évidemment, le gouvernement n'y avait fait aucun investissement, bien sûr. Et les gens se sont sentis abandonnés. D'ailleurs, les ethnies qui résistaient à l'islamisme se sont convertis dans le dernier demi-siècle. Mais c'est une autre question. Mais enfin, je tiens à dire ça. Pour moi, ça, c'est essentiel. Et le gouvernement, comme vous dites, ça rayonne autour de Bangui, ça ne va pas plus loin. Donc c'est complètement déséquilibré. Je tenais à le signaler. Merci. Je pense que ça ne demande pas de commentaire de votre part. C'était plus une question quand même. Pour un cartographe comme moi, je suis un peu scandalisé qu'on parle d'un pays sans afficher des cartes dans la salle. Je signale que des cartes, j'en ai plein au carton, et ça devrait figurer. Les cartes Orstop IRD existent. Hein, il y en a plein. Ce sera pour la prochaine conférence. Donc, la carte du pays. Le micro circule, monsieur, peut-être au premier rang, et puis ensuite on ira vers le fond là-bas. Pardon. Monsieur, il faut faire un choix, je suis désolé. Merci. L'aide humanitaire est importante et indispensable, incontournable. Parlez bien dans le micro, La monsieur. création d'un fonds de l'Union européenne est certainement une avancée majeure. Cependant, le problème depuis 3 décennies est que fait l'Union africaine et d'une façon plus générale les États africains pour le traitement des causes. Parlez bien dans le micro, monsieur. Parlez bien dans le micro, oui. Comme ça. En 1964, le problème majeur en Afrique était celui des réfugiés. Avec le secrétaire général de l'OUA, Diallo Telli, et le secrétaire général adjoint Sanoun, j'ai eu l'honneur, en tant que conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie, de contribuer à une convention africaine pour la gestion des problèmes des réfugiés. Et plus particulièrement sur 3 points. Le premier, l'asile. Le second, le partage du fardeau. Et le troisième, la création des conditions pour le rapatriement dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est le traitement des causes. Et tant qu'il n'y aura pas ce traitement des causes par les Africains eux-mêmes, je pense que la situation ne peut être que difficile pour les humanitaires. À nouveau, il me semble que ça ne demande pas plus de précision. Vous avez bien sûr, monsieur, raison. On peut prendre peut-être des questions au fond de la salle et ensuite ici. Vous n'êtes pas dans l'angle mort. Peut-être au fond de la salle d'abord. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Henri Biadala du groupe La Poste. Je suis responsable des relations avec l'Afrique subsaharienne. Et ma question est la suivante. Par rapport à toutes les questions qui ont été abordées, et dernièrement les questions de cartes et de communication, je trouve que cela est très pertinent. Pensez-vous que ce fonds pourrait servir à développer la poste locale? Parce que je sais qu'il y a des projets en cours et que ce serait peut-être même un indicateur de reconquête administrative du territoire. Parce qu'à partir du moment où un bureau de poste fonctionne, c'est qu'il y a la sécurité, qu'on a une économie circulaire qui se développe. Alors voilà ma question, elle est directe. Pensez-vous intégrer la poste et les télécoms, parce qu'on a besoin de communication aussi en mode G3. Voilà, donc y a-t-il un budget pour cela? Je crois que la question s'adresse à monsieur le gestionnaire de fonds Bécou de l'Union européenne pour la République centrafricaine, donc Irshad Razali. Alors la réponse est oui. Non, il n'y a pas un projet pour redéployer la poste centrafricaine en tant que telle, mais dans les projets qu'on envisage d'adopter prochainement, il y a une série de projets relatifs à
à l'accès aux services à travers la dynamisation de l'offre numérique. Vous savez, les services qu'on peut obtenir à travers les téléphones portables pour l'état civil, les paiements, etc., etc., etc. On est en train de réfléchir là-dessus. Ça, c'est le premier élément. Vos réflexions sont les bienvenues. Une fois de plus, si vous souhaitez communiquer avec nous, vous nous recherchez sur le site Internet, on a une adresse, etc. L'autre élément, c'est une question pour vous, Monsieur de la Poste. L'innovation principale de Bécou, c'est d'être un fonds qui accepte les concours financiers des États, d'individus, de fondations, etc., etc. Ça n'est pas une boutade. Si vous envisagiez de financer des opérations en Centrafrique et que vous n'avez pas le souhait, la volonté ni la possibilité de déployer sur le terrain une structure chargée ou dédiée à cette opération, nous pouvons le faire pour vous. Et nous pouvons nous mettre ensemble à une même table pour dessiner et adopter les projets que vous souhaiteriez financer. Donc c'est un appel qui est lancé évidemment à la Poste, comme ça peut être lancé à d'autres représentants ici du secteur privé, de fondations, etc., etc. Merci pour cette réponse claire. Une question donc dans l'angle... Est-ce que je peux vous répondre juste rapidement? On a déjà fait le nécessaire il y a quelques années, on s'est rendu sur place, on a aidé la Poste à monter son centre d'appel pour gérer des transferts d'argent, on les a équipés d'un système de l'Union postale universelle, ils sont en train d'ouvrir des relations avec le Congo, le Cameroun, et pour les migrants de Centrafrique qui sont en France, eh bien à terme... dès que possible, on ouvrira avec la Centrafrique pour que les flots d'argent puissent aller vers les familles. Donc ça, c'est du concret, voyez-vous. Merci pour ces précisions. Donc une question dans l'angle mort comme prévu. Mais on vous voit très bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas dans l'angle mort. Oui, non, mais tout à fait. Vous pouvez vous lever néanmoins si vous voulez, comme ça tout le monde vous verra. Non, ça ira, mais je pense que... Je suis Steve Koba et je suis président de la Fondation de Centrafrique pour le développement durable et la solidarité. C'est une fondation de droit purement centrafricain, une fondation d'utilité publique, et je voudrais partager une expérience. Nous avons, en 2011, installé des lampadaires solaires dans des localités, notamment PK22 sur l'axe nord, sur la route de Damara, sur un site qui s'appelle Ngukomba, qui est sur les hauteurs. Nous avons déployé également des lampadaires solaires dans le sud, c'est-à-dire à Mbaïki, devant le rond-point, devant la mairie de Mbaïki, le cadastre, voilà. Et nous avons aussi déployé des lampadaires solaires sur le mausolée de notre président fondateur Barthélemy Boganda. Je suis reparti en Centrafrique après l'avoir quitté juste après l'entrée des Séléka. Je suis revenu en Centrafrique en mars cette année. Je me suis rendu sur la route nord. J'ai constaté que l'intégralité des lampadaires solaires étaient encore opérationnels et ils n'avaient pas bougé. Nous sommes allés à Mbaïki au mois de mars. L'intégralité des lampadaires solaires était encore sur le tombeau du président fondateur Barthélemy Boganda et également au rond-point d'une localité qui a 107 km de Bangui. Et nous avons voulu savoir pourquoi. Et quand nous nous sommes renseignés auprès des populations, ils nous ont dit, pourtant, Mbaïki qui a été occupé un temps par les Séléka et un autre temps par les anti-Balaka, ils nous ont dit les choses sont simples, on n'a pas eu à faire grand-chose parce que c'était les seuls points d'éclairage public qu'il y avait dans la localité. Et donc, que ce soit les Séléka ou les Balaka, ils ont utilisé ces points lumineux pour leur propre sécurité. Alors moi, j'ai une question pour l'AFD. Je voudrais savoir quelle est la position de l'AFD sur le financement, notamment des unités de production d'électricité durable, mais des unités décentralisées. Parce qu'il est clair que M. Vircoulon nous disait que la reconstruction d'un État pourrait prendre des dizaines d'années. Je pourrais dire aussi que la construction d'un réseau centralisé sur toute l'étendue de 622 000 km² pourrait en mettre autant. Quelle est la position de l'AFD sur le financement d'unités, j'allais dire, d'unités décentralisées, que ce soit le solaire ou des petits barrages, pour pouvoir permettre justement la réinstallation d'administrations dans 16 préfectures qui pourraient commencer à fonctionner. Alors, je peux vous dire que par exemple en Mbaïki, 100 km de Bangui, il arrive des moments où vous ne pouvez pas faire de photocopie.
on est obligé de quitter Mbaïki, rentrer sur Bangui pour faire des photocopies. Donc là, la question est très concrète. Quelle est la position de l'AFD sur ce genre d'initiative, qui est une initiative 100% privée, j'allais le dire? La réponse de l'AFD, Philippe Chedanne. Évidemment, tout à fait favorable. Je dirais, au niveau de l'AFD, on a toute une stratégie de soutien de ces énergies renouvelables et également, je dirais, de permettre effectivement à des initiatives de ce type qui sont un petit peu innovantes, hein, de pouvoir répondre finalement à des attentes et à un contexte souvent dégradé. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas opposer finalement situation dégradée et méthode un peu innovante et moderne finalement. Et au contraire, hein, on voit bien que dans un certain nombre de cas, ces nouvelles technologies, et Irshad faisait référence à tous les I donc en matière de télécom, vous faites référence à du solaire, on sent bien qu'en fait ça peut être des solutions alternatives beaucoup plus efficaces, y compris dans ces situations dégradées. Le tout, c'est de l'insérer véritablement dans une gestion, une maintenance, je dirais, globale avec les communautés responsables. Et c'est là où, forcément, on est bien, et Monsieur de la Poste évoquait ça, je pense ce que nous souhaiterions, c'est initier des dynamiques un peu de développement local à l'intérieur du pays, de façon à ce que tous ces services que vous évoquiez fassent l'objet avant tout, je dirais, d'un dialogue intercommunautaire, fassent vraiment l'objet, je dirais, d'un soutien, l'expression d'un besoin, et ensuite que ce soit porté en termes de réalisation par des communautés légitimes, que ce soit en termes de financement en partie, que ce soit en termes de maintenance, que ce soit en termes de besoins ressentis comme prioritaires. Donc c'est bien dans cette logique de développement local, notamment du coup vraiment à l'intérieur du pays, que nous envisageons ce type de démarche. Je dirais sur la solution technologique, aucun souci pour nous. Au contraire, hein, on essaye bien évidemment, lorsque c'est possible, de pousser à l'adoption de ces énergies renouvelables, y compris dans ces situations dégradées en termes effectivement de crise. Merci pour cette réponse. Il nous reste malheureusement le temps d'une seule et dernière question. Je ne sais pas, du coup, c'est compliqué de choisir. Je vais vous laisser, Philippe Chedanne, après tout, choisir l'intervenant, puisque vous êtes de l'AFD et je ne voudrais pas prendre de risques. Merci bien. Philippe Chartier du ministère de l'Agriculture. Je voulais simplement revenir sur le fonds Bécou, qui, après tout, on le voit bien, fait partie des éléments de réponse à la crise, qui constitue apparemment un outil d'intervention privilégié, innovant, en termes de coordination, mutualisation, points d'application, capacité de réponse, etc. Donc ce qui m'intéressait, c'était de savoir si, lors de l'émergence, de la préparation, de la mise en œuvre du fonds, entre les partenaires qui ont été cités, d'autres partenaires avaient été approchés. Est-ce que la réflexion qui a conduit à ce fonds a été partagée avec d'autres bailleurs de fonds, présents ou pas présents physiquement aujourd'hui en Centrafrique, ou alors d'autres bailleurs de fonds ont-ils dans l'intention de monter un fonds similaire à celui que l'Union européenne, la France et 2 autres pays ont mis en place? Voilà la question que je souhaitais poser. Puis en plus, est-ce qu'on pourrait avoir, avant de se quitter, quelques exemples emblématiques de projets financés par le fonds à Bangui et hors de Bangui? Voilà, merci bien. Je pense que c'est à vous, Irshad Razali, évidemment, de répondre. Alors, sur la participation d'autres contributeurs, évidemment, ils ont été approchés. Bon, il y a un arbitrage à faire entre rapidité et puis consultation. Tous les États membres de l'Union européenne sont évidemment les bienvenus pour participer. Il est évident que parmi les 28 États membres, tous ne sont pas très forcément sensibles à la situation en Centrafrique. Chacun a ses centres d'intérêt. C'est là aussi que la méthode de mutualisation joue à plein. Nous faisons cela au bénéfice de l'ensemble de l'Union européenne. Ce qui n'empêche pas, comme je le disais tout à l'heure, de continuer à mobiliser d'autres acteurs, européens comme extra-européens, gouvernementaux comme non gouvernementaux, pour rejoindre le fonds, non pas uniquement pour solliciter d'eux
des concours financiers. Il ne s'agit pas de faire tourner la CBI, il s'agit de les mobiliser, de les intéresser. Et dans un contexte où le nombre de donateurs actifs dans le domaine du développement est trop rare, de les engager de manière plus durable sur la Centrafrique. Donc la réponse est oui. Aujourd'hui, nous sommes très mobilisés depuis la création du fonds en juillet, l'adoption de premiers projets en septembre, j'y reviendrai, le lancement des projets à l'heure où nous parlons, et les premiers coups de pioche qui se verront sur place avant la fin de l'année. Je rappelle, hein, le fonds a été créé en juillet, des projets ont été identifiés, formulés, adoptés en septembre, ils sont lancés, les premiers coups de pioche auront lieu avant la fin de l'année. C'est très rapide. Enfin, je suis désolé pas de me jeter, mais de collectivement nous jeter des fleurs sur la rapidité d'exécution de la chose. Donc le pari est le suivant. Un projet dans le domaine de la réhabilitation urbaine qui emprunte la méthode de haute intensité de manœuvre pour réhabiliter de la voirie, de l'assainissement et remettre en ordre un certain nombre d'équipements publics qui ont été dégradés durant la crise. C'est un projet qui est quasiment en cours et que l'AFD va mettre en œuvre au nom de l'Union européenne, au nom du fonds Bécou. Premier élément. Deuxième projet, un projet d'une taille plus modeste, mais très important sur le plan symbolique pour la réintégration et l'émancipation des femmes. Un projet dans le domaine du genre qui va se développer à Bangui, à Boar, Bokangora et d'autres localités en dehors de Bangui. Un autre projet qui a été adopté en septembre est là en cours de lancement dans le domaine de la santé, 15 millions d'euros, réhabilitation de centres de santé à Bangui, mais aussi dans des localités autres. Monsieur parlait de Bossangoa, on va aller à Bossangoa, on va aller à Bangassou, on va aller à Brian, on va aller à Birao. Je suis désolé de jeter comme ça des noms, mais c'est pour illustrer l'ambition de couvrir un territoire aussi vaste que possible. Ça n'est pas parce que c'est difficile qu'on s'empêche de le faire, mais si vraiment les conditions ne sont pas réunies pour le faire, on envisagera un repli sur d'autres localités. Suivent des projets dans le domaine de l'agriculture, dans le nord du pays pour le pastoralisme, dans l'ouest pour la production agricole, et à Bangui pour le maraîcher. Vont suivre des projets dans le domaine du renforcement du tissu économique, le renforcement des très petites entreprises, des petites entreprises, et aussi l'accès aux services à travers le mobile. Donc tout ça, c'est en cours d'identification, de formulation, et ça va être lancé avant la fin du premier semestre 2015. Donc à l'heure où nous parlons, des projets sont en cours de lancement, et je le répète, les premiers fruits de l'investissement dans le cadre du fonds Bécou se verront avant la fin de l'année. Je termine là-dessus. C'est certainement, au vu de cette rapidité d'exécution, de l'impact qui sera visible sur le terrain, que d'autres donateurs ou d'autres acteurs souhaiteront, nous le souhaitons, nous rejoindre. Voilà. Peut-être très rapidement, un mot de conclusion de chacun d'entre vous. Vous venez de donner le vôtre, Irshad Razali, Fanny Martin-Blondel. Effectivement, ouais, revenir sur ce qui a été dit à de nombreuses reprises, c'est un continuum. On ne peut pas simplement penser urgence d'un côté, développement de l'autre, aide humanitaire sans penser à la sécurisation, évidemment. Un mot peut-être important, c'est simplement assurer qu'il y ait une coordination de l'ensemble des acteurs de toute nature qui interviennent aujourd'hui en Centrafrique, parce qu'on ne peut plus continuer à simplement voir d'un côté urgence ou développement, mais tout le monde doit travailler dans un même sens. Et donc cette coordination, elle doit être faite, concrète, et les contraintes des différents acteurs prises en compte de manière à être le plus efficace possible. Voilà, merci Fanny Martin-Blondel, donc de l'ONG Urgence. Philippe Chedan de l'AFD. Oui, je rappellerai effectivement que pour nous, et Thierry l'a rappelé à chaque fois, c'est sans cesse un petit peu un questionnement sur le rôle d'une agence comme l'AFD dans une situation comme celle aujourd'hui de la RCA, le sens donné à notre action et bien évidemment l'efficacité par rapport à notre mandat. Donc on est véritablement, je dirais, challenger en permanence sur ces aspects-là. Mais si on peut, je dirais, résumer aujourd'hui notre position, c'est cette conviction qu'on doit être présent. Et ça, je crois que c'est pour nous quelque chose qui a véritablement, à tous les niveaux de cette maison, au niveau directionnel, au niveau des services tels que le mien au niveau géographique, mais aussi des experts sectoriels, c'est cette conviction aujourd'hui que l'AFD, dans une situation comme celle de RCA, doit être présente et nous force véritablement à apprendre des autres, apprendre des Centrafricains et bouger nos lignes pour véritablement rester
toujours dans un mandat de développement. Il n'y a, je dirais, il n'y a aucun débat sur le fait que nous ne sommes pas amenés à jouer des rôles humanitaires. Pour autant, on sent bien que cette frontière aujourd'hui, elle est floue. Et vraiment, ça nous impose de bouger nos lignes, de réfléchir. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, comme d'habitude, la contrainte, et Dieu sait que ce faisceau de contraintes est extrêmement fort en Centrafrique, est toujours moteur d'innovation. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous extrêmement intéressant, y compris, bien évidemment, pour d'autres crises à venir. Merci. Et enfin, Thierry Vircoulon, donc, pour l'International Crisis Group. Oui, très rapidement, juste 2 ou 3 choses. Premièrement, la RCA, c'est un grand petit pays. Grand parce qu'il fait à la fois la taille de la Belgique et de la France réunies, mais petit parce qu'il y a entre 4 et 5 millions d'habitants finalement. Donc c'est pas beaucoup de monde. Mais sa taille géographique signifie qu'il y a des coûts d'opération extrêmement élevés. Et donc justement, si on est dans la logique de s'étendre au-delà de Bangui et de durer, il faut être en mesure d'avoir les financements nécessaires pour soutenir des coûts d'opération dans un pays où il n'y a pas tellement de routes et où il faut très souvent passer par les airs, et donc ça renchérit considérablement les opérations des uns et des autres. Donc la question du volume financier qu'on a pour pouvoir tenir dans la durée est très importante. Le deuxième point, je crois qu'il faut, dans ce type de situation, de conflit, où l'aide intervient et s'adapte, etc., il faut aussi vraiment se poser la question de savoir si on est dans une logique, si on veut que l'aide internationale soit dans une logique de restauration, ou si on veut qu'elle soit dans une logique de transformation. Je crois que dire simplement on va restaurer ce qui existait avant, ce n'est pas suffisant. Enfin, on parlait de choses qui existaient avant en Centrafrique. Je crois qu'il faut quand même faire le bilan de ce qui s'est passé pendant les 20 dernières années, et un bilan critique pour venir avec des idées un peu transformatrices et pas seulement restauratrices. Et puis la dernière chose, et je m'étonne d'être celui qui va le dire parce que je ne fais pas partie de la communauté du développement, c'est que il faut pas, une des raisons pour laquelle la RCA a été orpheline de l'aide, il ne faut pas se le cacher, c'est la mauvaise gestion de l'aide par le passé, par les gouvernements passés. Et donc, moi je ne fais pas partie de la communauté du développement, mais je pense que nos amis qui en font partie devraient en parler. Et c'est cette question du curseur que vous posiez, monsieur l'ambassadeur. L'investissement financier de l'aide internationale en RCA dépendra demain, comme ça s'est passé hier, de la bonne gestion de cette aide par les autorités qui sont en place, que ce soit des autorités de transition ou d'autres. Et je le dis parce qu'on soutient, la communauté internationale paye les salaires des fonctionnaires centrafricains. Cette année, elle prévoit de le faire l'année prochaine. Ça va être un test clé pour cette bonne gestion de l'aide, je pense. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous les 4 pour la qualité des échanges. Merci à vous également d'être venus si nombreux et pour la qualité de vos questions. Puis je rappelle que vous pouvez retrouver sur le site de l'AFD et sur le blog aussi Ideas for Development toute cette conférence qui a été filmée. Voilà, bonne soirée à vous. Merci.